on passe à la communication de Norbert Lenoir. Norbert, je vais te passer la parole. Peut-être rappelle le titre de ta communication. Oui, alors le titre, c'est donc La vie quotidienne, une pensée de la reproduction du capitalisme. Et donc là, évidemment, je vais prolonger cette première communication sur la production de l'espace, car je pense que l'apport théorique, enfin l'un des apports évidemment théoriques originaux de Lefebvre, repose sur cette détermination. La vie quotidienne devient la structure fondamentale de la reproduction du capitalisme. Et à partir de cette thèse initiale, je vais poser deux questions. En quoi et pourquoi la vie quotidienne doit-elle se placer au centre de la reproduction du capitalisme? Et la deuxième question, enfin, ce n'est pas une question, c'est une affirmation, et en fait, c'est ça qui m'intéresse véritablement. Lefebvre pointe ce qu'il dit que se fait. Là, il va y avoir, on va assister à une cybernétisation de la société par le biais du quotidien. C'est une citation que l'on trouve dans la vie quotidienne dans le monde moderne. Et là, me semble-t-il qu'il y a vraiment une intuition forte et même une anticipation de la nouvelle dimension de l'emprise du capitalisme sur la vie quotidienne à travers ce que l'on nomme de nos jours les big data. C'est-à-dire que pour moi, ces big data sont à la fois le prolongement et le dépassement de la conception de Lefebvre sur la reproduction du capitalisme au sein de la vie quotidienne. Donc, je vais m'atteler à la première question, puisque l'autre, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Donc, je vais poser en quoi la vie quotidienne. Alors, cette vie quotidienne, elle repose sur ce point, c'est que la reproduction du capitalisme repose sur la production d'espace, comme Puiset vient de le signaler, de le souligner, et qui sont donc autant de lieux de création de rapports sociaux justifiant la dynamique et la structure de ce système de production. Donc, la vie quotidienne, chez Lefebvre, est bien donc la constellation de tous ces espaces capitalistes. Et moi, je vais m'attacher à un espace en particulier, qui est l'espace donc de la consommation. C'est-à-dire que, pour le faire, le capitalisme ne peut se reproduire que par ce double mouvement, produire des nouveaux espaces objectifs pour les coloniser par de nouveaux types de subjectivité. C'est bien ce qu'il dit. Donc, c'est dans la critique de la vie quotidienne. Dans la société de consommation, les fabricants de produits et de biens à consommer s'efforcent aussi de fabriquer des consommateurs. Ils y parviennent dans une large mesure. Donc, il faut comprendre aussi qui, fondamentalement, habite dans ces lieux, quelle subjectivité donc habite l'espace quotidien de la consommation. C'est pour cette raison que, dans un premier temps, il va analyser cet espace par le concept marxiste de l'aliénation, et il souligne, bon là évidemment ça va faire objet de débat je pense avec la critique althusserrienne, mais il dit que le concept d'aliénation, la théorie de l'aliénation reste directrice pour la critique de la vie quotidienne. Donc je vais très vite développer un petit peu les attendus de cette aliénation. Donc Lefebvre élargit le spectre de l'aliénation qui va désormais hanter la quasi-totalité de l'existence hors du travail. Voilà. Encore une fois, je pense que Lefebvre, on peut le critiquer là-dessus, mais pour moi, c'est son intérêt aussi. Il étend, c'est une théorie de l'expansion des concepts, il l'étend en dehors de l'espace de réflexion proprement marxiste. Donc, si la quotidienneté donc, est le principal produit de la société, alors l'aliénation est elle-même aussi une production de cette société. Et elle touche
toutes les sphères sociales. Donc, le but de cette aliénation est quotidienne, de l'aliénation quotidienne, est de produire donc une subjectivité totalement privée et impuissante parce que totalement privée, c'est-à-dire enfermée dans un monde privé. Donc, l'existence de l'individu se restreint à sa seule sphère privée, voilà ce qu'il nous dit dans la critique de la vie quotidienne, dans son fauteuil. Toujours pareil, c'est vrai que Francis Combes l'a souligné, hein, il y a un intérêt pour le concret aussi. Hein, alors bon, on peut aussi le critiquer sous une forme, c'est une phénoménologie, mais bon. Dans son fauteuil, l'homme privé, qui ne se sent même plus citoyen, assiste à l'univers sans avoir prise sur l'univers et sans en avoir le souci. Il regarde le monde, il se mondialise, mais en tant que pur et simple regard. Il y a là une modalité nouvelle du regard, un regard social posé sur l'image des choses, mais réduit à l'impuissance. Donc, le monde de la consommation, médiatisé donc par la publicité, loin d'ouvrir la vie privée sur la vie sociale et politique, l'enferme dans la pure contemplation des marchandises. Ce monde de la contemplation crée donc un espace qui coupe l'homme de ses capacités d'action. L'homme devient ainsi pur regard, pure passivité. Donc, là, cet espace correspond évidemment à la société du spectacle de Guy Debord, mais on trouve évidemment chez Lefebvre déjà toutes les attendues de cette critique, de cette société du spectacle. Cette société du spectacle généralisée montre bien que le quotidien n'est plus un lieu neutre, laissé à la libre initiative des individus, mais il est devenu un espace totalement organisé par le pouvoir capitaliste. Donc, le système d'exploitation qui caractérise le capitalisme englobe la société tout entière, car il s'agit de créer une subjectivité totalement aliénée, car les loisirs, les désirs, l'intimité doivent s'exploiter à l'égal de la force de travail. Voilà ce qu'il dit dans la vie quotidienne dans le monde moderne. Les fragments de la quotidienneté se découpent, se séparent sur le terrain et s'agencent comme des pièces d'un puzzle. Chacun d'eux relève d'une somme d'organisation et d'institutions. Chacun d'eux, le travail, la vie privée et familiale, les loisirs, s'exploitent de façon rationnelle. Là, me semble-t-il encore, on a une extension du concept d'exploitation. Là, il s'agit, donc toute exploitation, chez Marx, évidemment, il faut exploiter la force de travail pour créer la plus-value. Bon, je passe, c'est connu. Là, il s'agit d'exploiter une autre force. Non plus simplement, non pas qu'il la renie, évidemment que non, il n'a pas non plus sous silence, mais pour lui, la quotidienneté est le résultat de la force d'exploitation, non pas la force de travail, mais la force de consommation. Il s'agit de créer une force de consommation. Donc, plus aucun espace ne doit désormais échapper à cette logique du capitalisme. Donc, le nouveau terrain d'exploitation n'est plus seulement notre force productive, qu'il s'agit d'intensifier, mais toutes les occupations et activités de notre quotidien. Il va compléter cette critique de l'aliénation par une autre critique, par le fétichisme. Donc là, la définition du fétichisme de Lefebvre, c'est la suivante, c'est un fétichisme du signe par la publicité. C'est-à-dire que la consommation généralisée, ce ne sont plus seulement des marchandises qui exercent un pouvoir sur nous, mais les signes émis par le système publicitaire. Alors nous vivons
nous ne vivons plus seulement dans un fétichisme de la marchandise, mais dans celui du langage publicitaire. Ce qui nous domine, ce n'est plus le système des marchandises, mais un système de signes qui pénètre nos esprits et aimante nos désirs. Donc là, la marchandise, si vous voulez, voilà ce qu'il dit. Hein. La référence, c'est la vie quotidienne dans le monde moderne. La marchandise est chose sociale et mentale à la fois. La marchandise est sociale, c'est-à-dire qu'elle appartient à un système de production qui crée la matérialité de sa valeur d'usage et d'échange, mais elle est aussi mentale, car la marchandise ne se définit pas seulement par la valeur d'usage et d'échange, mais par sa fonction symbolique. C'est la publicité qui donne une puissance symbolique à la marchandise. Il y en aurait, semble-t-il, tort de croire que la publicité se réduise à exciter l'acheteur à l'acte d'achat. La publicité ne se contente pas d'exciter le désir, car elle crée en quelque sorte l'aura du capitalisme, en venant doubler sa réalité. Voilà comment Lefebvre présente cette opération. Dans la deuxième moitié, donc ça c'est la citation, dans la deuxième moitié du XXe siècle, en Europe et en France, aucune marchandise ne vaut que par son double, son image publicitaire qui l'auréole. Cette image double non seulement la matérialité sensible de l'objet, mais le désir, le plaisir. En même temps, elle rend fictif le désir et le plaisir. Elle les situe dans l'imaginaire. C'est elle qui apporte du bonheur, c'est-à-dire la satisfaction dans l'état de consommateur. La publicité, destinée à susciter la consommation des biens, devient ainsi le premier des biens de consommation. Donc, ici, le capitalisme ne peut se reproduire qu'en créant des espaces qui lui sont totalement dévoués. La publicité produit l'espace de l'imaginaire capitaliste. Mais ce qu'il faut, je pense, bien souligner, c'est qu'elle crée l'imaginaire capitaliste par sa puissance de créer des doubles du réel. C'est pour cette raison qu'il faut s'arrêter à cette expression « image qui double le plaisir ». C'est-à-dire que nous consommons moins des objets que des signes du plaisir et du bonheur. Et c'est ici que le réel se boucle et se referme sur la logique capitaliste. En effet, comme le souligne Lefebvre, toute marchandise devient un symbole de statut social, de prestige. Comme on l'a vu avec la première intervention remarquable de Capillet, les pavillons, accéder au pavillon, c'est le signe de la réussite sociale. Évidemment. Donc, voilà ce qui... alors, si toute marchandise est à la fois sensible et symbolique, pratique et imaginaire, la publicité donc a cette puissance de refermer la société sur elle-même en créant cette circularité entre le réel et son double au moyen de signes. Signes de la consommation, ça c'est une citation de Lefebvre, signe de la consommation et consommation de signes, signe du bonheur et bonheur par les signes, s'enchevêtrent, s'intensifient ou se neutralisent réciproquement. Donc, là, ce qui est tout à fait important, c'est que les biens, en fait, les marchandises, encore une fois, ne deviennent dans ce système, dans cette production de l'espace de consommation, ne deviennent fondamentalement des marchandises qu'affectées, en fait, de signes. Donc, là, juste, je voudrais aussi, avant de venir au problème des big data, il dit aussi que l'acte de consommer
est aussi bien un acte imaginaire, on a vu, qu'un acte réel. Il prend donc allure métaphorique et métonymique. Alors, sur la métaphore, je vais glisser parce que le temps passe, mais je vais revenir sur l'aspect métonymique, qui me semble absolument important. Donc, la puissance métonymique des signes, c'est leur capacité à créer des espaces eux-mêmes métonymiques. C'est-à-dire qu'aux yeux de Lefebvre, l'espace pleinement métonymique résulte de l'imaginaire publicitaire. C'est-à-dire que chaque marchandise consommée fait doublement signe vers ce grand tout capitaliste, à la fois comme signe du bonheur, mais aussi comme signe que seul le système capitaliste est capable de produire le bonheur à travers son monde de marchandises. Alors, la métonymie est peut-être la loi, donc la loi évidemment là, entre guillemets, est peut-être la loi de tous les espaces capitalistes, en ce sens qu'ils doivent tous devenir des espaces autoréférentiels, sans extériorité. Tous les espaces doivent être capturés en créant des dispositifs métonymiques dans lesquels chaque objet, chaque comportement doivent à la fois faire signe vers le capitalisme et le légitimer comme la seule structure sociale possible. Donc, on voit bien que le quotidien créé par l'imaginaire capitaliste n'est pas seulement un ensemble d'images et de signes qui flottent au-dessus de nos consciences, mais il pénètre pour rendre la présence du capitalisme absolument indiscutable. Alors, on peut dire que la métonymie vire à la tautologie. Le capitalisme, au moyen de la métonymie, assure le spectacle permanent de son auto-justification. Et cela débouche sur cette tautologie. Le capitalisme est le seul espace réel, le seul réel et capitaliste. Il nous faut passer maintenant, ça sera le deuxième temps de mon intervention, à la société totalement investie par la logique capitaliste. Donc là, je vais donner comme titre à ce petit paragraphe la cybernétisation du quotidien et son prolongement par les big data. Donc, Lefebvre a eu cette intuition remarquable que la cybernétique va être capable de développer des effets sans précédent sur la captation de notre vie quotidienne. Il me semble significatif de rappeler que le dernier chapitre de son autobiographie intellectuelle, donc La Somme et le reste, a pour titre sur la tentation cybernétique. Dans ce chapitre, voilà comment il dessine cette tentative de la cybernétisation du monde. Il met en avant qu'il s'agit de formaliser la pensée, de la mécaniser en la réduisant à quelques procédés élémentaires. Voilà ce qu'il dit. La pensée se réduirait à un ensemble de signes, à un répertoire de formes. Aux gestes standardisés et répétitifs du travail parcellaire, la cybernétique produit une pensée reposant sur une combinatoire récurrente de signes et de procédures. Mais il ajoute un point essentiel, c'est qu'il va relier la cybernétique à la bureaucratisation de la société. Voilà ce qu'il dit, donc toujours dans La Somme et le reste, le dernier chapitre. Nous n'avons plus seulement devant nous le découpage et l'agencement du quotidien, mais sa programmation. La société bureaucratique de consommation dirigée, sûre de ses capacités, fière de ses victoires, approche de son but. Sa finalité, mi-consciente, mi-inconsciente, jusqu'ici transparaît. La cybernétisation de la société par le biais du quotidien. Là, cette idée est capitale que le capitalisme, pour se reproduire, repose donc sur une logique bureaucratique. En logique bureaucratique,
il faut entendre la tentative d'une programmation totale de la vie quotidienne. C'est-à-dire que là, il s'agit donc de, comme il le souligne, tout dans la consommation doit être dirigé. Tout doit relever d'une stratégie d'adhésion pleine et entière au capitalisme. Ainsi, avec la cybernétisation, le capitalisme est capable, autre citation, d'abattre des forces colossales sur le quotidien, et ces forces le saisissent pour le pétrir et l'étouffer. Il le traque. Pardon, c'était les forces. Elles le traquent jusque dans leur départ, la rupture, le rêve, l'imagination, l'évasion. Donc, cette cybernétisation du monde a un autre enjeu qui me semble là d'une profondeur inouïe, c'est-à-dire que cette cybernétisation est capable de produire ce qu'il appelle des degrés zéro. Je vous donne alors degré zéro de l'espace, degré zéro du temps, degré zéro du besoin. Je vous donne c'est toujours dans la somme et le reste. Hein. Voilà ce qu'il dit. Il y a un degré zéro de l'espace. L'espace montré en spectacle, du besoin, prévisible, prévu, satisfait à l'avance par l'image de la satisfaction. On verra que ça, c'est réalisé de nos jours avec les big data. Donc je répète, hein, il y a un degré zéro de l'espace, l'espace montré en spectacle, on l'a vu. Du besoin, c'est ça qui m'intéresse, prévisible, prévu, satisfait à l'avance par l'image de la satisfaction. Il y a aussi un degré zéro du temps, le temps astreint à se dérouler selon un programme, le temps organisé en fonction d'un espace préexistant dans lequel il n'inscrit rien, mais selon lequel il se laisse prescrire. Donc, le spectaculaire alors là, évidemment, il dépasse et surpasse totalement Guy Debord. Le spectaculaire dans le capitalisme n'est pas seulement ce qui se montre au travers des écrans de la consommation, mais le spectaculaire, il y a des forces qui se transforment les espaces, les besoins, le temps, pour les réduire au zéro du comportement et de l'affectivité, permettant leur programmation et anticipation totale. Donc, à la société du spectacle doit répondre une société de l'anticipation totale des désirs. Il a cette image qu'il faut, la cybernétisation permet de traquer les désirs. Ne doit se montrer que les signes que le capitalisme sait qu'il va consolider son pouvoir. Et aussi, il s'agit bien de créer un espace zéro du comportement en traquant notre quotidien, en enregistrant et analysant nos réactions pour les prédire et les anticiper. Et cette remarquable intuition de Lefebvre s'est malheureusement confirmée et amplifiée avec les big data. Je passe, alors je crois que j'ai que 5 minutes, donc je vais aller très vite. Les big data font partie de notre quotidien, hein, ils ont pour nom Facebook, Google. Mais c'est pour cette raison qu'il faut refuser de voir Google comme un simple moteur de recherche, Facebook comme un site sympathique permettant de suivre ses amis à travers les images, car à travers ces services prétendument gratuits, notre attention est vendue aux différents annonceurs. C'est-à-dire que le produit de ces big data, c'est nous-mêmes. Le marché de la concurrence capitaliste se déplace, du moins
au simple marché des produits se superpose celui de l'entreprise la plus performante pour enregistrer les flux de données numériques, permettant de profiler, de conditionner les individus pour les faire désirer tel ou tel produit. Je donne la parole là ici à Eric Schmidt, qui est l'ancien président du conseil d'administration de Google. Voilà ce qu'il dit. Pour le citoyen de demain, l'identité sera la plus précieuse des marchandises. Et c'est essentiellement en ligne qu'elle existera. C'est-à-dire qu'à chaque connexion Internet, à chaque navigation sur des sites, nous laissons des traces numériques qui vont être accumulées, analysées à l'aide d'algorithmes. Et à partir de ces traces, vont se créer notre identité numérique. Et là, il s'agit encore une fois de créer une identité numérique totalement favorable à l'entreprise capitaliste. Et j'ai dit que c'est une entreprise d'anticiper constamment nos désirs. Et dans le Wall Street Journal, il y avait en 2014, c'est vieux, il y avait cette publicité pour Amazon. Amazon veut expédier votre colis avant que vous ne l'achetiez. Donc, je vais conclure. Donc, penser avec Lefebvre la reproduction du capitalisme, c'est bien élargir sa capacité à produire des espaces du quotidien. La quotidienneté n'est pas à la lisière du capitalisme, mais son produit objectif. Cette production est même double. Le capitalisme se reproduit en créant le spectacle incessant de lui-même, au travers d'un monde d'objets, mais aussi en fabriquant des sujets habitant et désirant ce monde spectaculaire. Notre monde contemporain prolonge cette idée, malheureusement, par la puissance des algorithmes, des big data. Ils font disparaître totalement même la vie privée et l'intimité pour les capter et les traquer dans le pli, on peut dire même dans le pli et le repli de notre quotidien, de notre intimité. Voilà, j'en ai fini. Désolé pour le dépassement du temps. Voilà. Merci Norbert pour cette communication, cet exposé qui vraiment met en évidence l'actualité la plus pointue de la pensée d'Henri Lefebvre, car nous sommes au cœur des questions de notre vie quotidienne aujourd'hui et aussi des possibilités ou pas de renverser l'aliénation et donc d'engager ou de développer des processus d'émancipation. Pour l'instant, je n'ai pas de questions dans la fameuse icône Q et R. Donc, si certains d'entre vous veulent soumettre Norbert à la question, n'hésitez pas. Sinon, on pourra avoir un petit échange. Alors, Yves. D'abord, Norbert, je vous remercie pour cet exposé où on retrouve toute une série de remarques de votre livre sur la déconstruction du néolibéralisme, que j'invite tout le monde à lire aux éditions Le Temps de Cerise, qui est paru il y a quelques mois. Bon, vous montrez comment Lefebvre donne une description de la révolution idéologique au sens matériel du terme, pas seulement au niveau des idées qui se promènent. L'idéologie s'inscrit dans la réalité. Une description qui n'est pas seulement une description empirique, mais une description véritablement phénoménologique, c'est-à-dire qui part du constat pour aller jusqu'au sens de ce réel. Et Lefebvre le fait de façon remarquable, montrant que le rapport entre l'idéologie et le matériel, il le transforme, lui, en rapport entre le symbolique et le sensitif. D'ailleurs, il change les termes de ce point de vue, et c'est assez intéressant. Je vais néanmoins prendre une position peut-être plus critique par rapport à cette question.
il y a de toute évidence, Lefebvre le montre, une histoire de l'aliénation. Il y a une histoire, un processus de l'idéologie. Et ça, nous en sommes tout d'accord. Il le montre mieux que personne. Il y a un problème qui se pose. S'il y a dans le manifeste du Parti communiste une phrase qui me paraît essentielle, c'est la première. Jusqu'à nos jours, l'histoire n'a été que l'histoire de lutte de classe. Dire que l'histoire n'a été que l'histoire de lutte de classe, prenons-le au sérieux. Ça veut dire, si quelque chose a une histoire, quelle que soit cette chose-là, c'est parce que dans cette chose-là se joue la question de la lutte des classes. Si la science a une histoire, c'est que la lutte des classes se joue dans la science. Si l'art a une histoire, c'est que la lutte des classes se joue dans l'art. Si l'aliénation a une histoire, si l'espace a une histoire, etc., c'est que la lutte de classe se joue là. Or, c'est ce point qui me semble le point aveugle de la pensée de Lefebvre. Il pense l'aliénation de l'homme, de l'individu, des gens, mais il ne le pense pas dans un rapport à la lutte des classes. Et je reviens maintenant à votre propos. Disons, ce développement outrancier de la publicité, du signe, de management, etc., par-delà l'aliénation que ça produit un problème dans la lutte des classes. Je ne dis pas dans les forces productives. Je suis tout à fait opposé à cette idée que ce sont les forces productives qui mènent le monde. Ce n'est pas des forces productives qui mènent le monde, c'est la lutte des classes. Les forces productives ne font que suivre. Ce qui se passe là, c'est que la bourgeoisie exploiteuse a besoin pour mener sa lutte de fabriquer une classe tampon entre le prolétariat et elle. Or, ce développement de la publicité et des formes que vous avez décrites permet de développer d'une façon fantastique une petite bourgeoisie qui va récupérer une partie de la plus-value pour en vivre et qui va devenir du coup l'allié très, très proche de la grande bourgeoisie capitaliste. Et cet aspect-là, je crois que sous les vocables d'aliénation, de symbolisme, de métaphore, etc., Lefebvre le donne à voir, mais ne le pense pas. C'est ce qu'on a déjà vu hier, ce que soulignait déjà Francis. Il lève des lièvres, mais il laisse les autres leur courir après. Il y a ici un problème qui se pose dans ce que dit Lefebvre, c'est effectivement, qu'en est-il de la stratégie de lutte de classe qui était une stratégie inconsciente. Je ne dis pas qu'il y a un complot, ce serait absurde. Ça se fait tout seul dans la lutte, qui a fabriqué en quelques dizaines d'années une classe qu'on pourrait croire à première vue totalement parasite. À quoi ça sert de créer des pulls avec un crocodile qui sont des pulls comme n'importe quel pull, sauf que ceux qui fabriquent des crocodiles sont une classe sociale nouvelle qui va s'allier à la bourgeoisie capitaliste. Et ça, je crois qu'ils ne le voient pas. Et on a déjà vu cette question hier. Lefebvre tient la question de la lutte de classe pour acquise et il ne la reprend pas comme une causalité, il la prend seulement comme un décor, comme une chose qui est l'arrière-fond, qu'il ne travaille pas. Merci pour cette longue question. Alors, question du décor, peut-être vous avez raison, mais peut-être aussi que Lefebvre déplace un petit peu. Hein. Il procède, encore une fois, par déplacement, non pas des concepts, mais des lieux de problématisation, et par élargissement, me semble-t-il, des concepts. Et là, moi, en fait, c'est ça, hein, je lis uniquement, alors là, je suis monomaniaque dans la lecture de Lefebvre, hein, donc c'est pour cette raison que je laisse tomber plein de choses tout à fait riches chez lui. C'est le problème de la reproduction. Comment se fait-il encore une fois, qu'un système aussi pétri de contradictions puisse toujours tenir? Et là, me semble-t-il qu'il donne, encore une fois, une richesse
vous l'appelez phénoménologique, je vous suis, mais quand même, c'est plus qu'une simple phénoménologie. Et, et ça me paraît central. C'est encore une fois cet aspect de dialectique de la production d'espace, c'est en produisant des espaces que le capitalisme se reproduit, et produire aussi des espaces, c'est inévitablement, indéniablement produire des subjectivités qui habitent. Et là où je vous rejoins absolument, hein, c'est que cette production de subjectivité, qu'est-ce qu'elle donne justement, alors qu'est-ce qu'elle donne au niveau des classes? Eh bien, elle donne la volonté de lisser, elles sont toujours là, hein, mais la volonté de lisser les contradictions, de lisser cette dialectique propre au système capitaliste. C'est au niveau de, voilà, c'est-à-dire que là, je prends au sérieux sa thématique, non pas que vous ne le preniez pas au sérieux, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est sa thématique de la reproduction, qui pour moi, enfin, une fois, qui est une énigme. Encore une fois, comment un système qui produit autant de dévastation humaine, écologique, etc., puisse toujours tenir le coup et même amplifier sa puissance. Voilà. Alors, je n'ai sûrement pas répondu à votre question, mais oui, pour vous, il y aurait une éclipse totale, hein, ou partielle, selon de cette notion de lutte des classes. Pour vous, si on le dit, c'est ça, c'est-à-dire la lutte des classes n'est plus le concept central permettant d'expliquer. C'est ça ce qui se passe. Oui, peut-être, mais encore une fois, moi je déplace, voilà, je vote en touche. Alors, je déplace, à partir du moment où il y a cette énigme de la reproduction, comment se fait-il encore que le système puisse se reproduire indéfiniment? Alors il faut passer à peut-être un autre concept qui, la production d'espace, est en lien avec la production des subjectivités qui habitent. Voilà, je me tais. Voilà. Je crois qu'en effet, chez Lefebvre, la lutte des classes est un acquis. Et c'est vrai que, sauf erreur de ma part ou mauvaise mémoire, ce qui est possible, je n'ai pas le souvenir qu'il y ait dans son œuvre très abondante un vrai traité exposant la constitution des classes sociales aujourd'hui, où en est la classe ouvrière, où en sont les couches moyennes, etc. Même si on ne cesse de rencontrer au fil de la lecture d'Henri Lefebvre de nombreuses annotations, de nombreuses pistes de réflexion qui sont tout à fait fécondes pour essayer de penser les classes sociales aujourd'hui et leur lutte. Hein. Mais effectivement, il se concentre sur la façon dont le développement du capitalisme, le développement de la marchandise qui devient envahissante et qui prend maintenant les formes très abstraites que nous connaissons, finit par modeler la vie quotidienne, les consciences et obtenir ce consensus indispensable à la reproduction du système. Dans les entretiens que nous avions eus avec lui à Navarinx, avec Patricia, moi j'ai le souvenir qu'il nous avait parlé du fait que le capitalisme moderne aboutissait à une forme d'intégration, non seulement des couches moyennes, ces couches tampons qu'évoquent, ces couches intermédiaires qu'évoque Yves et qui jouent un rôle si important dans le consensus, dans le consentement à la domination, hein, mais aussi dans la classe ouvrière elle-même qui fait l'objet d'un effort permanent d'intégration dont Lefebvre disait que c'était en même temps un effort de désintégration de la classe ouvrière. Donc, je pense qu'il effectivement, il considère la lutte des classes comme un acquis, mais il fournit des éléments conceptuels, des concepts pour penser la modernité de la lutte des classes et son extension à toutes les sphères de la vie humaine, et y compris la subjectivité. Un point encore là-dessus. Quand on suit ce que nous exposait Norbert, évidemment, on pense d'une part à la société du spectacle des situationnistes et aussi aux thèses de Marcuse, hein, sur l'homme unidimensionnel. Et c'est évidemment tout à fait présent chez Lefebvre. On sait comment il a lui-même inspiré
les situationnistes, qui ont été ses étudiants à un moment, à Strasbourg notamment, comment ceux-ci se sont retournés ensuite contre lui. Lefebvre dit que la raison de fond pour laquelle les situationnistes ont fini par le clouer au pilori, c'est qu'ils lui reprochaient d'être toujours communiste. Hein. Mais finalement, vis-à-vis des situationnistes, comme vis-à-vis de, euh, de Marcuse, il y a un peu la même observation qu'on peut faire. Ce sont des pensées critiques absolues, non seulement radicales, mais absolues, qui euh, rejoignent tout à fait l'analyse que fait Lefebvre sur le spectacle, la société spectacle, la société de consommation, mais qui ont sans doute ce défaut, parce qu'elles sont absolues et non pas seulement radicales, d'être impuissantes. Elles ne débouchent pas sur la désignation d'un sujet historique capable d'opérer les transformations sociales. Je pense que chez Lefebvre, et c'est ce que hier on a voulu essayer de dire dans notre petite communication sur la question de la révolution, il y a toujours la recherche du sujet historique capable de la transformation sociale. Voilà. Ben, alors, pendant que nous bavardons, je m'aperçois que ça s'est peuplé du côté oh là là, oh là là, oh là là. Alors, je vais vous lire un peu tout ça. Je ne sais pas comment faire là. Euh, D'abord, notre ami Hugues Le Thierry, qui nous fait une question en plusieurs points. Les choses de Pérec montrent à quel point on consomme des signes. Baudrillard développera cela. Pérec avait écrit le livre dans la maison de Navérinx, l'ouvrage paru en 65, l'année où je suivais le cours sur l'aliénation. Est-ce ce concept qui sépare Lefebvre et Althusser? Lefebvre avait eu, lui, à Montargis, l'expérience d'être un conseiller municipal. Il était donc confronté à des problèmes concrets, au vécu des gens qu'il représentait. Ça, c'est l'intervention d'Hugues Le Thierry sur la notion d'aliénation, donc, dont Norbert a parlé. Philippe Lenis. Pourtant, Henri Lefebvre rappelle bien dans la conclusion de l'État 3, le mode de production étatique, que le conflit entre le capital et le travail persiste, mais que le conflit entre pouvoir et contre-pouvoir devient central. Alors, comment peut-on dire qu'il ignore la lutte des classes? Ça, je pense que c'est pour Yves. Rémi S. Je pense que la question de la lutte des classes est travaillée chez Lefebvre dans la survie du capitalisme, la reproduction des rapports de production. J'ai réédité cet ouvrage en 2001. Et Yvan Barthes, quel lien ferait Norbert Lenoir avec les travaux de Marianne Dujarier sur le travail du consommateur, de même que le lien qu'elle et autres chercheurs font entre marketing, qui saisit et produit des consommateurs, et management, qui saisit et produit des travailleurs collaborateurs dont la subjectivité est mise presque complètement au service de l'entreprise. Il me semble qu'il y a sur cette question de la mise au travail de la subjectivité et des résistances inévitables, mais pour l'instant purement privatives, individuelles, une piste vers les possibilités de renverser l'aliénation. Voilà. Je vois qu'on réfléchit tous un peu dans le même sens. Est-ce que, Norbert, tu veux redire quelque chose? Cette brassée d'intervention. Je vais remonter par la fin. Alors, j'ai horreur de ça, mais je vais le faire. Tout ce qui se passe sur le management, le marketing, bon, j'ai écrit un livre là-dessus, donc je vais pas développer. Hein. Mais je suis tout à fait d'accord avec Yvan Barthes là-dessus sur le fait de cette production d'une subjectivité aliénée par le capitalisme. Alors je remonte. Oui, avec Rémi S, oui, c'est vrai. Hein, qui était ma grande lecture hein, sur la survie du capitalisme, hein, sur la reproduction des rapports de production. Hein, mais encore, il y a cette idée, encore une fois, hein, qu'il y a la reproduction des rapports de production, mais aussi ces rapports de production sont toujours spatialisés. Quoi. Il y a toujours cette thématique de l'espace, me semble-t-il, qui est importante. Si Yves veut répondre à la question sur la lutte des classes. Non, je ne vais pas vraiment répondre à la question. Tout à l'heure, je me suis mal exprimé parce qu'on ne peut pas tout dire à la fois. On ne peut pas tout dire. Bien sûr qu'il y a de la lutte de classe dans les textes de Lefebvre. Et c'est quelqu'un qui pensait à la révolution et donc d'une manière ou d'une autre
à toutes les formes de conflit. Ce que je voulais dire, et je vais le dire encore maladroitement, chacun a ses maladresses. La différence qu'il y a entre les positions marxiennes et l'usage qu'en fait Henri Lefebvre, c'est la suivante. Henri Lefebvre montre des choses avec une sagacité, une évidence qui crève les yeux et qui est très séduisante. Cela dit, il n'en fait pas la théorie. Je vais m'expliquer par un parallèle qui déplaira peut-être à quelques amis. On peut expliquer comment tombent les feuilles d'arbres, comment tombent les pierres, comment volent les oiseaux, et ainsi de suite. Mais c'est Galilée qui explique ce qu'il en est de la loi de la chute des corps. Et la loi de la chute des corps, ce n'est pas la description des choses qui tombent. C'est tout à fait autre chose. Et c'est Marx qui explique ce qu'est la lutte des classes. Et dès le début du Capital, dès le début, en expliquant ce qu'est la plus-value. Et ensuite, il va le détailler. Mais on le voit immédiatement au moment de la production et de l'illusion du salaire, ce qu'il appelle le prix du travail, qui est un concept qu'il rejette, la valeur du travail, qui est un concept qu'il rejette. Le travail n'a pas plus de valeur que l'attraction universelle n'a un poids. Il rejette toutes ces notions qui pourtant crèvent les yeux pour en arriver à des concepts qui, eux, ne crèvent pas les yeux, mais qui peuvent éventuellement crever l'esprit. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que Lefebvre ne va pas jusque-là. Il ne va pas jusqu'au moment où on passe de la pierre qui tombe à la loi de la chute des corps, où on passe du salaire qui paye le travail à la plus-value. Et parce que chez Marx, c'est dans ce moment-là que se joue la lutte des classes. Elle se joue dans le concept. La lutte des classes n'est pas un phénomène, n'est pas un spectacle, n'est pas une chose qu'on voit. C'est un concept qui permet de penser les choses qu'on voit. C'est ça que je voulais dire, mais je me suis une fois de plus exprimé peut-être trop rapidement et encore aujourd'hui, peut-être maintenant encore de façon trop abrupte. Bon, est-ce que quelqu'un veut réagir à cette intervention abrupte, dit-il, d'Yves, mais qui a le mérite de la clarté et d'être stimulante? Moi, je ne sais pas, je pense que effectivement, Lefebvre, ça rejoint absolument ce que nous disions hier, et il nous laisse du travail. Il nous laisse le soin de pousser, peut-être, on est vu au niveau conceptuel, si nous en sommes capables, je n'en sais rien. Mais par exemple, sur cette question de la détermination du sujet historique possible d'une transformation révolutionnaire, quand il traite de la question des voies nouvelles, de la voie nouvelle, ce qu'il appelle la théorie de la voie nouvelle, il dit d'emblée qu'il n'en fera pas la théorie, c'est-à-dire qu'il n'en produira pas le concept. Il peut simplement esquisser ce concept. Et il ne va pas au bout, en effet, mais parce que peut-être la question n'était-elle pas encore suffisamment mûre quand il a essayé de la dégager intellectuellement, conceptuellement quand même, et donc il laisse un champ de travail. Mais c'est une pensée qui est orientée vers l'action, et pas une pensée simplement contemplative ou descriptive. Je crois que de ce point de vue, Henri Lefebvre correspond tout à fait à ce que disait Marx des philosophes. Jusqu'ici, ils n'ont fait qu'interpréter le monde, il faut le transformer. Il n'est pas un philosophe contemplatif. C'est un philosophe observateur, curieux du réel, toujours ouvert à sa réalité concrète, à ses contradictions, et aussi à ce qui maintient entre elles les contradictions, parce que justement, dans sa critique du dogmatisme, il reproche à un certain marxisme de n'avoir retenu de la dialectique que les contradictions et pas la notion d'unité des contradictions, laquelle est quand même une notion centrale dès lors qu'on s'interroge sur la pérennité de ce système et sur ce que tu appelles la reproduction. Hein. Mais c'est toujours pour déboucher vers des conclusions concrètes, qu'il s'agisse de l'espace, du droit à la ville, par exemple, s'il y a bien un aspect qui montre que c'est une pensée pas simplement passive
est descriptive, mais une pensée qui débouche vers l'action, c'est par exemple toutes ces réflexions sur l'urbain et le droit à la ville, ou sur la politique aussi. Je pense, est-ce que... Voilà, j'en dis pas plus. Parce que je crois que ce sont des sujets sur lesquels nous n'avons pas fini de réfléchir, ni les uns ni les autres.